Le hasard fait si bien les choses. Christian Page, bonjour. Salut Guy. Alors, avant d'aborder mythes et complots, je vous dis que le hasard fait bien les choses parce que c'est un film qui est à l'agenda pour moi. OK. Et là, vous allez me dire si je dois aller voir ça ou non. Ben en fait, moi, Parce que vous l'avez vu. Oui, effectivement, je suis allé voir ça avec une copine hier soir. Donc, ça s'appelle en français. Le titre en français, c'est Mission Los Angeles. Et puis, bon, ben grosso modo, sur le plan technique, disons que c'est un film qui nous rappelle un peu. Bon, c'est tourné à une caméra à l'épaule, donc ça bouge beaucoup. Ça nous rappelle un peu le projet Blair ou il y a quelques années, là, plus récemment, là, Cloverfield ou quelque chose comme ça. Ou encore, probablement tu te rappelles cette scène parce que c'est une scène de guerre. En fait, tout le film, en fait, c'est une scène de guerre qui perdure pendant 2 heures. Ça nous rappelle aussi un peu cette scène d'entrée en la matière qu'avait utilisé Spielberg dans son film il faut retrouver le soldat Ryan ou quelque chose comme ça. Probablement les 20 premières minutes de film les meilleures qu'on ait vues. Oui, effectivement. Donc, Private Ryan. Dans ce cas-là, on a cette technique de la caméra à l'épaule nous place au milieu de l'action. Et dans Cloverfield, c'était insupportable. Oui, effectivement. Dans Cloverfield, là, c'était, on avait presque des nausées. On avait l'impression que pendant 2 heures, on était en montagne russe. Dans ce cas-là, c'est beaucoup moindre. On a quand même des scènes qui sont plus stables, mais évidemment, l'idée de la caméra à l'épaule, c'est de placer le téléspectateur avec l'équipe sur place. Donc, c'est ce groupe de militaires, parce que bon, grosso modo, l'histoire, une série de météorites s'abat sur Terre et on découvre en fait que c'est une invasion extraterrestre. Les extraterrestres débarquent donc à Los Angeles. On envoie un petit commando militaire pour essayer de protéger Los Angeles avant qu'elle tombe aux mains de ces extraterrestres. Et donc, on suit ce groupe-là. Donc, sur le plan technique, ben, je te dirais qu'à part cette idée de la caméra à l'épaule qui peut-être peut déranger certains téléspectateurs, ça reste relativement bien fait. On est dans l'action. Mais bon, sur le plan, disons, plus général du film, c'est un film très testostérone. Mais là, pourquoi on dit, parce que ça semble assez invraisemblable, pourquoi dit-on que ça découle d'une histoire peut-être vraie? Je vais en revenir à cette histoire-là, parce que c'est un fait divers qui a alimenté la presse il y a quand même 60 ans, mais qui est quand même loin de ce que l'on voit dans le film. Parce que donc, dans le film, on voit ces militaires qui tentent de défendre la ville de Los Angeles. C'est un film très testostérone, hein, c'est-à-dire qu'on tire beaucoup. En fait, je pense que la moitié du budget du film a dû passer en cartouche. Et puis, à un moment donné, je faisais une blague, à un moment donné, il y a comme un militaire qui s'adresse à l'autre et dit, je pense que je vais manquer de cartouches. Et moi, je suis sur mon siège et je regarde la copine qui est avec moi, je lui dis, enfin, malheureusement, ils ont trouvé une autre série de cartouches pour pouvoir continuer. Donc, c'est un film qui est très testostérone, bon, mais c'est quand même 2 heures de divertissement qui passe assez bien. On sort de là, on n'est pas forcément déçu, mais c'est pas un film qui va passer à l'histoire. Okay. Maintenant, comme tu l'as mentionné, c'est vrai que la bande-annonce de ce film-là et également les affiches publicitaires qui tournent autour du film annoncent que le film est basé sur un fait réel. Bon, mais souvent, c'est un peu un slogan qui est de plus en plus à la mode, le basé sur un fait réel, alors que le fait réel est souvent très éloigné de ce que l'on voit. C'est parce que c'est devenu vendeur, hein, basé sur, comme ne regardez pas ces images, elles pourraient déranger certains téléspectateurs, ça aussi c'est très vendeur. Ouais, voilà. Donc, dans le cas de la bataille de Los Angeles ou Mission Los Angeles, ce qui se passe, en fait, cet événement-là, c'est un petit fait divers qui remonte aux années 40 et qui n'est apparu dans la littérature ovniaque, entre guillemets, que relativement tard, hein, je te dire, les années 60, 70 à peu près. Parce que ce qui se passe, l'ère moderne des ovnis, là, si on fait un peu un bilan historique, l'ère moderne des ovnis, des soucoupes volantes, comme on les appelait à l'époque, commence à l'été de 1947. Donc cet été-là, une série d'événements, et en particulier l'observation d'une série d'objets volants mystérieux au-dessus du mont Rainier, le 24 juin 1947, dans l'État de Washington, va commencer. En fait, ça va attirer l'attention des médias, et là, il va y avoir un écho dans la presse de cette observation, et les observations vont se multiplier au cours des semaines qui vont suivre. La plupart des gens qui s'intéressent aux ovnis reconnaissent cet événement-là comme étant l'événement fondateur, celui qui a marqué le début de l'ère moderne des ovnis. Mais dans les années 60-70, des gens qui s'intéressaient à cette question-là ont commencé à regarder de façon à compte à rebours un peu, est-ce qu'il y avait eu des événements semblables avant 1947? Et effectivement, on en a retrouvé dans les archives. Durant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, de nombreux pilotes militaires américains qui guerroyaient au-dessus de l'Europe avaient rapporté à leur commandement qu'ils avaient observé des sortes de boules lumineuses qu'on appelait des Kreuzfeuerball, donc des balles lumineuses allemandes ou encore Foo Fighters. Et on croyait que c'était des armes allemandes, des nouvelles armes allemandes, pour découvrir après la Deuxième Guerre mondiale, dans les archives allemandes, que les pilotes de la Luftwaffe avaient eux aussi observé ces phénomènes-là et ils croyaient que c'était des armes alliées. Donc ces phénomènes lumineux n'ont jamais été réellement expliqués. Et en reculant encore plus loin, on découvre cet événement
ce petit fait divers qui remonte à la soirée du 24 au 25 février 1942, qui va inspirer notre film Bataille de Los Angeles. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il faut se rappeler dans le contexte historique qu'on est quand même 3 mois après l'attaque surprise sur Pearl Harbor. Donc, les Américains se remettent de cette attaque japonaise. On a parlé du Japon, tout ça. Donc, on reste un peu dans ce contexte japonais-américain. Donc, 3 mois après l'attaque surprise sur Pearl Harbor, les Américains sont dans une véritable paranoïa d'une nouvelle attaque japonaise. Et c'est vrai également qu'en début de 1942, il y a eu plusieurs petits escarmouches le long de la côte ouest américaine. Donc, des sous-marins allemands ont fait surface, des sous-marins japonais ont fait surface. Et ils ont canardé la côte américaine, notamment dans la région de Los Angeles. Donc, on craint cette nouvelle attaque des Japonais. Et puis voilà que dans cette nuit du 24 au 25 février 1942, des gens vont contacter la Garde nationale pour leur dire qu'ils ont observé quelque chose, un objet qui s'approche de la côte américaine. Alors évidemment, c'est le branle-bas de combat. On mobilise la Garde nationale. Les pilotes sont prêts à se déployer un peu partout pour la défense du continent américain. Et puis là, c'est assez mystérieux parce que il y a une sorte d'effet panique qui va suivre ça. Et puis entre 3h15 du matin et à peu près 4h30 du matin, il va y avoir tout un commando, toute la garde nationale qui est mobilisée tout près de Los Angeles, avec des gros projecteurs de type DCA. Ils vont fouiller le ciel et on va tirer, en fait, avec des canons, là, tu vois, les genres de canons anti-chars. On va tirer près de 1400 obus contre un ennemi, finalement, qui n'existe pas et qui n'est pas là. Parce que au lever du jour, vers à peu près 17 heures le matin, les autorités militaires doivent faire le bilan. Et le bilan, quel est-il? De nombreux édifices incendiés, des gens tués par du tir ami. En fait, 3 personnes sont décédées par des tirs amis. Et en fait, 3 autres personnes sont mortes parce qu'ils ont été pris dans une sorte de panique. En fait, on suppose qu'il y a à peu près 2 millions d'Américains le long autour de Los Angeles qui ont paniqué ce soir-là suite à cet événement-là. Et aucune trace de l'ennemi, j'imagine? Et aucune trace de l'ennemi. Et le lendemain, donc, le bilan des autorités, en dehors de ça, on va dire, c'était apparemment un ballon météo qu'on avait perdu, qu'on a mal identifié. Et suite à ça, évidemment, cet effet de panique dû à la paranoïa qui avait été déclenchée suite aux attaques sur Pearl Harbor a contribué à faire de cet événement-là ce qu'il a été. L'événement va mourir au feuilleton. En fait, c'est une bévue et ça meurt au feuilleton. On va le retrouver seulement dans les années 60-70, lorsque les amateurs d'OVNI vont commencer à fouiller de façon rétrospective des événements de type OVNI. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y a 3 thèses pour cet événement-là. La première thèse, c'est une erreur d'interprétation, donc la thèse officielle, celle proposée par l'armée au lendemain de l'événement. Oui. On a une thèse qui est celle soutenue par certains amateurs de conspiration qui voudraient en fait que ce soit une panique qu'on a déclenchée volontairement pour voir comment une population non préparée pourrait réagir à une nouvelle attaque japonaise sur le continent américain. Qui serait étonnant. Oui, ce qui serait assez étonnant. Et la troisième thèse, évidemment, c'est celle qui va inspirer notre film Bataille de Los Angeles. C'est que les Américains ont été confrontés à une première attaque par des extraterrestres, soit tout le moins l'arrivée d'engins spatiaux extraterrestres dont on aurait repoussé une invasion en tirant sur ces véhicules-là. Mais évidemment, quelle que soit la thèse, en dehors de la thèse, l'hypothèse officielle, que ce soit la thèse du complot ou la thèse des extraterrestres, on n'a évidemment aucune preuve de ça, si ce n'est une adhésion par une question de foi. Et là, je n'y crois pas. On comprend aussi que les producteurs du film ont dû prendre des libertés énormes et étirer la chose. Tu vois, dans le cas du film, l'action se passe aujourd'hui, donc 2011, ouais. Et évidemment, les extraterrestres ressemblent à des sortes de terminateurs indestructibles. Donc, là, on y va dans tous les sens. Christian, on écoute ça, on se dit, oui, mais ça, c'était au début des années 40, ce type d'événement, on comprend la technologie, la compréhension, les mythes étaient différents, mais en fait, il y a quelques jours à peine, The Telegraph parlait d'un événement de ce type-là. Oui, effectivement, puisqu'on est dans le domaine des ovnis, on a l'impression, les gens, lorsqu'on parle des ovnis, il y a une sorte d'impression dans la population que le phénomène est en train de mourir de lui-même, qu'on en parle beaucoup moins. En fait, je dirais que c'est une sorte de lassitude des médias de ne pas en parler. On en parle moins, ça ne veut pas dire que le phénomène est moins omniprésent un peu sur la scène ufologique, là, entre guillemets. Et effectivement, il y a quelques jours, le Télégraphe annonçait que des pilotes de l'armée britannique avaient croisé des ovnis au-dessus de la mer du Nord alors qu'ils étaient en opération militaire. Et les pilotes qui ont observé le phénomène, d'ailleurs, disaient « on n'a jamais rien vu de semblable ». Ce qui est un peu malheureux dans le cas présent parce que, tout ça a fait l'objet d'un rapport militaire qui est remonté aux hautes instances de l'armée britannique, de la Royal Air Force. Ce qui est un peu malheureux dans le cas présent, c'est que les pilotes qui avaient vu l'objet l'ont détecté au radar, à partir des radars de bord. Malheureusement, ils n'ont pas fait ce qu'on appelle une manœuvre de verrouillage, un lock-on. C'est-à-dire que le lock-on,
lock-on, ce verrouillage, consiste à demander au radar de prendre une cible très précise et de se brancher sur cette cible-là. Et à ce moment-là, le radar va transmettre à l'intérieur, aux ordinateurs de bord, des informations sur l'ennemi qui est ciblé à ce moment-là, donc sur sa vitesse, son altitude, etc. Dans un cas, je vais rien que faire une sorte de... Là, on l'a pas fait. On l'a pas fait. On sait pas pourquoi. Donc, on sait pas pourquoi. Donc, les pilotes, les pilotes ont dit on était tellement estomaqués par ce que l'on a vu que, évidemment, on a vu l'objet apparaître sur nos radars. Est-ce que ça vous semble crédible, ça? En fait, c'est toujours moi, je dis tout le temps que les rapports, lorsqu'on parle de questions d'OVNI, les dossiers, disons, aéronautiques, donc les dossiers qui sont rapportés par des pilotes, que ce soit des pilotes civils ou militaires, apparaissent tout le temps les plus intéressants. Pourquoi? Parce qu'on va souvent au-delà du témoin oculaire. Dans le cas présent, on a, oui, bien sûr, ces pilotes qui racontent avoir vu cet objet-là, mais on a également les enregistrements télémétriques des appareils de bord. Même s'il n'y a pas eu une manœuvre de verrouillage sur l'OVNI en question, les radars de bord gardent quand même la trace de la présence de cet objet sur les radars. Et c'est étonnant de la part de pilotes de chasse, entraînés à réagir à des événements imprévus, des gens qui pourraient, quand ils voient une cible apparaître sur le radar, dire c'est un chasseur libyen, c'est un chasseur iranien. En principe, ils auraient dû agir. Oui, effectivement, on peut toujours se poser cette question-là, mais évidemment, ils étaient en manœuvre, une manœuvre assez simple, dont d'ailleurs le gouvernement, l'armée britannique ne nous a pas révélé les tenants et aboutissants de cette manœuvre, de quoi il s'agissait. Mais bon, l'observation était relativement courte, à peu près 1 minute. Les pilotes, évidemment, ne s'attendaient pas à ça. Ils ont vu apparaître cet objet-là devant eux. Je te ferai remarquer qu'il y a quelques années, en 1990, quand même ça remonte à 20 ans, mais il y a eu toute une série d'observations d'OVNI qui se sont produites au-dessus de la Belgique, qui n'ont jamais été clairement identifiées, clairement expliquées. Et dans la nuit du 30 au 31 mars 1990, il y avait cet OVNI, un objet triangulaire là, qui sillonnait le ciel de la Belgique depuis des mois. Cet objet-là, donc, a été vu, observé près de Bruxelles. Et l'armée belge avait lancé 2 chasseurs F-16 à la poursuite de l'objet. Et à ce moment-là, ça c'est très intéressant parce que on voit un peu un parallèle. Lorsque les pilotes belges se sont lancés derrière cet OVNI, l'un des 2 pilotes l'avait détecté sur son radar. Il faut dire d'abord qu'il n'y a pas eu de contact visuel. Les pilotes belges n'ont pas vu l'objet devant eux. Mais à un moment donné, ils l'ont vu apparaître sur leur radar. L'un des pilotes a fait cette manœuvre de verrouillage, ce lock-on, ce qui malheureusement n'a pas été fait par les pilotes britanniques. Et à ce moment-là, pendant quelques secondes, on a pu enregistrer des données télémétriques concernant cet objet, cet OVNI, et on a enregistré des déplacements de l'ordre de 30 G. Donc pour nos auditeurs, disons qu'un astronaute à bord de la navette spatiale au décollage va subir une force d'attraction au décollage d'à peu près 3 ou 4 G. Les grands pilotes de chasse, lorsqu'ils font des manœuvres, des prouesses aériennes spectaculaires, peuvent enregistrer ou supporter pendant quelques secondes des forces d'attraction de 5, 6 ou 7 G. Mais une force d'attraction de 30 G, une force de déplacement de 30 G, aucun être humain ne pourrait supporter ça. Et pourtant, lorsqu'il y avait eu ce fameux lock-on, ce verrouillage par l'armée belge sur cet objet, on a enregistré un déplacement de l'ordre de 30 G. C'était pas mal avec la technologie de l'époque d'arriver à effectuer un verrouillage sur un objet d'une pareille vitesse. Oui, en fait, au moment où ils l'ont verrouillé, l'objet se déplaçait à quelques centaines de nœuds, et puis voilà, tout d'un coup, il y a eu cette accélération de l'ordre de 30 G. Et lorsque les Belges, le seul objet qui aurait pu faire ça, c'était les avions furtifs de l'armée américaine. Et lorsque l'armée belge s'est adressée aux Américains, les Américains ont certifié que ce mystérieux triangle volant n'était pas leurs avions espions. On est accro, là. Ah ouais, absolument. On va rester là pour le temps de la pause et au retour, on a une excellente nouvelle. Ben oui. Hein? Ah oui. On le dévoile ou pas? Il y a quelque chose qu'on a retrouvé pour la 1e fois. Une autre fois. 14h47. Mythes et complots avec Christian Page. Bon, alors si vous avez perdu quelque chose de gros, d'historique, sur lequel on a écrit un tas de livres, sachez qu'on l'a retrouvé. Et j'ai nommé... oui, effectivement, on pourrait confier ça à des gens de l'université Hartford au Connecticut. Ils ont retrouvé apparemment l'Atlantide, et je devrais dire l'Atlantide encore, parce qu'effectivement, on a l'impression que tous les 2 ou 3 ans, des recherches qui sont menées à travers le monde nous annoncent la découverte de l'Atlantide. Donc, qu'est-ce que c'est cette Atlantide? Donc, s'il y a encore de nos auditeurs qui ne savent pas de quoi on parle, c'est un récit, en fait, qui remonte à peu près
300 ans avant Jésus-Christ, qui a été écrit par Platon, un philosophe grec, dans ses dialogues, et il raconte l'histoire de cette société, l'Atlantide, qui en fait c'est une sorte de, je dirais, une allégorie sur l'idée des hommes qui vont au-delà de la nature, en fait, qui vivent dans l'oisiveté et qui éventuellement sont détruits par un cataclysme majeur. Bon, pour les historiens, le récit de l'Atlantide n'est rien d'autre qu'un mythe. Et il y a aussi quelques historiens qui se disent, bon, peut-être qu'il y aurait un fait réel derrière ça, qui aurait pu inspirer Platon. Et lorsque l'on parle d'un fait réel, généralement, les historiens se tournent vers la destruction, il y a à peu près 3500 ans, de l'île de Santorin en mer Égée. On sait que l'île de Santorin avait été détruite par un séisme, un volcan qui a en fait fragmenté l'île. Et c'est vrai que dans cette région du monde, on retrouve une civilisation, la civilisation minoenne, le roi Minos, celui qui avait fait construire le fameux labyrinthe pour y mettre le Minotaure. Donc, cette société-là a subi cette perte majeure lorsque l'île de Santorin a explosé. Et certains historiens disent c'est peut-être l'amorce du récit de Platon. Et évidemment, il y a tous les amateurs de mystères, d'archéologie fiction et d'occultisme qui croient qu'il y a réellement eu un continent qui a disparu, qui a été englouti par les flots. Alors voilà que la semaine dernière... Et d'ailleurs, si quelqu'un y croit, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Je pense que Cousteau avait même déjà fait des recherches. Oui, effectivement. Donc c'est sûr, c'est quelque chose qui attire. C'est quelque chose, c'est comme un aimant. C'est un des grands mythes de l'histoire. Et puis voilà que cette fin de semaine, un groupe de chercheurs de l'université Hartford au Connecticut ont annoncé qu'ils avaient découvert cette Atlantide. Mais curieusement, l'Atlantide qu'ils nous racontent n'est pas un Atlantide disparu en mer Égée, ni même en mer Méditerranée, ni même dans l'océan Atlantique, comme l'ont supposé les amateurs d'occultisme, mais en fait, elle serait quelque part à plus de 100 kilomètres à l'intérieur des terres, dans un marécage, en Espagne. Et en fait, c'est les chercheurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont patrouillé les côtes espagnoles avec une sorte des appareils de thermographie, de radars qui étaient capables de pénétrer le sol. Et là, dans des marécages, ils ont découvert, en fait, ce qui était des marécages il y a à peu près 10 000 ans et qui maintenant est devenu une sorte de parc. Ils ont découvert des sortes de structures, des structures en forme de demi-cercle qui semblent avoir été ensevelies et recouvertes par une espèce de tsunami, un peu comme celui qui a frappé le Japon la semaine dernière. On est loin du continent englouti. On est loin de ce continent parce que on est quand même 100 kilomètres à l'intérieur des terres. En fait, ces gens-là sont à peu près certains que ces vestiges retrouvés sous le marécage pourraient bien être cette Atlantide que nous avait annoncé Platon. Et évidemment. Mais qui sait? Peut-être que dans 2000 ans, on fera des recherches archéologiques et on tombera sur un de nos sites d'enfouissement et on dira voilà l'Atlantide. Ah oui, peut-être. Et là qu'il se cache. Et il y aura peut-être deux animateurs qui diront pour la 1e fois, on vient de retrouver l'Atlantide. Et des auditeurs de l'autre bord qui disent ben oui. Christian, vous avez fait ma culture tantôt, je ne connaissais pas ce qu'était, et si je prononce mal, dites-le, un orang-pendek? L'orang-pendek, oui, effectivement. Ben, il y a quelques jours, en fait, au moment où on se parle, il y a une équipe de cryptozoologues. Donc, les cryptozoologues, ce sont des gens qui s'intéressent à des animaux inconnus ou non reconnus de la science. Évidemment, quand on parle des super vedettes, des cryptides, on parle évidemment du monstre du Loch Ness, l'abominable homme des neiges, etc. Mais en fait, ces amateurs d'animaux non reconnus s'intéressent à une variété, à des espèces animales qui sont beaucoup plus variées. L'orang-pendek, c'est une sorte de version naine de l'abominable homme des neiges, mais dans le cas présent, on devrait parler de l'abominable homme des bois. Ça devient le mignon, oui. C'est ça, le mignon petit homme des bois. Oui, parce que le mignon petit homme des bois vivrait dans les forêts à peu près vierges de l'île de Sumatra. Donc, ce groupe de chercheurs, de cryptozoologues australiens se préparent dans les prochains jours à s'embarquer pour l'île de Sumatra, où ils espèrent bien pouvoir documenter l'existence de cette créature. C'est vrai qu'au début des années 2000, ils ont mené 2 expéditions. En fait, ils ont mené 4 expéditions, mais lors de 2 de ces expéditions, ils ont pu ramener des moulages de plâtre, apparemment d'empreintes de pieds de cette créature. Ils ont également ramené des poils qui ont été analysés par des experts, lesquels ont déterminé qu'il s'agissait effectivement de poils appartenant à un primate, mais un primate d'une espèce inconnue qui n'est pas répertoriée dans les livres de taxidermie. Donc, évidemment, à partir de ces nouvelles encourageantes, ce groupe de cryptozoologues va se lancer dans les prochains jours dans cette expédition, dans l'espoir de documenter l'existence de l'orang-pendek. Je me demande où on étudie ça, la cryptozoologie. La cryptozoologie, en fait, c'est amusant parce que c'est
c'est un zoologue officiel, un zoologue reconnu, Bernard Ruvelmans, qui est d'origine belge, qui vivait en France, qui a lancé le terme dans les années 50, parce qu'on a commencé à s'intéresser. Il y avait évidemment des récits locaux, indigènes, notamment en Afrique, qui parlaient d'animaux qui n'avaient pas été répertoriés par la science, et Bernard Ruvelmans s'est lancé là-dedans. Il y a réponse à tout, hein. Ah, je sais. Littéralement réponse à tout. Merci Christian, ça m'a fait passionnant. Vous avez un auditeur de plus pour vos chroniques. Tant mieux. La semaine prochaine avec Benoît Dutrisac. Merci. Voilà, c'est Paul et son équipe dans quelques secondes au 98.5. Ici Guy Simard. Bonne journée. À demain, midi. Bye bye.